Donc, juste un petit cas clinique pour se mettre en contexte. Donc, Thomas, 12 ans, qui se présente à votre bureau. Aucun problème de santé, pas encore aucun médicament. Au niveau de ses sports, lui, il joue au baseball depuis 4 ans. C'est un lanceur droitier. Puis là, il se présente que depuis quelques semaines, il y a des douleurs, dans le fond, au niveau médial, médial interne là, du coude droit. Puis il trouve que sa force de lancer n'est pas comme d'habitude. Les symptômes sont progressifs. Fait que, de pratique en pratique, là, il trouve que ça ne s'améliore pas, puis ça progresse tranquillement pas vite. Il joue à un niveau quand même assez élevé. Là. Il peut faire jusqu'à 3 entraînements à la semaine, puis il y a tout le temps 2 parties la fin de semaine. Il n'y a pas noté d'édème, pas vraiment de changement à la peau en tant que tel. Puis en dehors de ces périodes d'activité physique, de baseball puis de lancer, bien, il demeure fonctionnel. Fait qu'à l'école, à la maison, à ce moment, les douleurs ils diminuent, puis ça va bien, puis il peut faire ses choses. Donc, Thomas nous explique, lui, c'est un lanceur. Puis quand il fait son lancer, c'est vraiment ce mouvement-là qu'il trouve difficile. Fait que quand il arrive pour mettre la balle en arrière de son épaule, puis il va la projeter vers l'avant avec son épaule, là, c'est là qu'il y a la douleur, le pic de douleur. Puis quand il a fini son lancer, entre les lancers, bien, la douleur va se maintenir un petit peu, mais quand même moins importante. Donc, on va répondre un petit peu à ces questions-là au cours de la présentation. C'est quoi le mécanisme, en fait, que le jeune patient a développé et qui a permis justement d'avoir ces symptômes-là? C'est quoi les structures au niveau du coude qu'il faut regarder qui potentiellement pourraient avoir été atteintes? Est-ce qu'on fait de l'imagerie, radiographie, IRM, TACO à voir? Puis aussi, comment on traite là, selon la cause qu'on a identifiée. Juste un petit peu de la présentation rapidement. Si on fait une petite introduction, on va avoir des petites statistiques intéressantes à vous présenter. Ensuite, on va parler des étiologies, un petit résumé anatomique. Il va y avoir les signes et symptômes des états-legalbo, les investigations pertinentes, puis ensuite les traitements selon la cause. Juste pour commencer, le legalbo, ce n'est pas une pathologie en particulier. En gros, c'est plus un éventail de lésions qui vont toucher principalement la portion médiale du coude. C'est associé justement à différents mouvements là, au niveau surtout sportif. On va voir aussi que c'est très important d'avoir un diagnostic et une prise en charge rapide parce que ça va avoir beaucoup d'influence sur les complications potentielles que le patient peut avoir. Puis ça, on va voir les différentes structures qui sont lésées ça peut varier selon la présentation clinique de la douleur et comment ça s'est produit. Puis aussi, selon l'âge du patient, on va penser à différents diagnostics. Parfait. Juste intéressant, là, des petites statistiques. Là. Il y a des études aux États-Unis qui ont démontré là, que jusqu'à 26 en fait, des joueurs de baseball de 9 à 12 ans aux États-Unis vont avoir des douleurs au coude. On voit que la douleur au coude, surtout au niveau du baseball, c'est assez prédominant. Puis, aussi intéressant, pour tout sport confondu, dans le fond, l'âge moyen du pic d'incidence de consultation à l'urgence pour des blessures sportives, c'est les 5 à 14 ans. Tout sport confondu, incluant le baseball et tout, c'est les 5 à 14 ans qui vont se présenter le plus pour les douleurs d'origine comme sportive à l'urgence. C'est vraiment les gestes répétés de lancer là, et les stress qui créent un stress en valgus dans toute ce qui est la partie médiale là, du coude. Ça crée des tensions là, sur toutes les structures ligamentaires, musculo-tendineuses. Alors qu'en latéral, on comprend que par opposition, c'est plus des stress là, en compression. Puis en postérieur, le fait qu'il y a une torsion comme ça, c'est ça qui vient stresser. Il y a quand même une atteinte là, finalement du mouvement là, sur plusieurs compartiments. Ici, on s'adresse surtout au compartiment médial, là, mais ça peut se présenter de différentes façons. Dans le cas d'un lanceur de baseball, là, c'est vraiment le late cocking là, qui revient souvent dans les livres, là, mais vraiment là, quand le stress en valgus est maximal là, au niveau du lancer au-dessus de la tête. Là. C'est vraiment là qu'au niveau du coude, le stress est le plus important. C'est justement là que le patient dit que dans ce mouvement-là, que ça lui fait le plus mal ici. C'est ici que c'est le maximum d'amplitude en fait, en valgus, dans le mouvement. Excuse-moi, on n'entend plus. Allô? Oui, on t'entend. Je pense parce que je parle vraiment vers l'ordinateur. C'est sensible. Juste pour répéter, il faut faire attention quand on a mettons, les présentations au niveau des structures atteintes au niveau médial. Il faut toujours penser à la fracture de stress au niveau des épicondyles internes avec potentiellement une ablution de la plaque de croissance à ce niveau-là dans les cas les plus sévères.
il y a le ligament collatéral interne qui passe par là. Fait que, on peut voir au niveau anatomique, au niveau des structures, il y a différents chefs du ligament collatéral interne ou ulnaire qui peuvent être atteints, donc entorse, déchirure. Puis aussi un peu moins fréquemment, des fois, ça peut être déchirure, atteinte, tendinopathie musculaire au niveau des flexeurs et des pronateurs là, qui viennent s'insérer aussi au niveau médial. Mais ça, c'est un petit peu moins fréquent là, que les autres présentations. Puis ça peut dépendre de l'âge aussi. Fait que, les jeunes enfants, on va plus penser à l'apophysite. Puis les adolescents, préadolescents, il faut ça considérer la fracture d'épicondyle par avulsion, là, dépendamment de la présentation. Et comme je disais un petit peu, les entorses ligamentaires aussi, mais les blessures musculo-tendineuses, c'est moins probable chez l'enfant, puis on va plus réserver les diagnostics une fois qu'on va avoir éliminé là, les autres étiologies. Donc, dans le fond, on va en parler un petit peu moins, mais juste un résumé au niveau des structures hautes. Fait que, si le patient se présente avec une douleur aussi, ou avec une présentation plus latérale, fait que, au niveau radial du coude, il faut penser justement à l'ostéochondrite disséquante du capitellum ou de la tête radiale. Il y a aussi la maladie de Panner. Ça va être plus une incidence plus élevée chez les 5 à 10 ans. On a une slide plus tard pour expliquer un petit peu c'est quoi la maladie de Panner. Au niveau des présentations à douleur, des douleurs qui sont plus postérieures au niveau du coude, là, plus au niveau de l'olecrane en tant que tel, bien, il peut y avoir effectivement une apophysite de l'olecrane. Il peut y avoir un conflit postérieur du coude, un conflit qui va être huméro-cubital, soit une fracture de stress également par avulsion ou la présence de corps lousse là, au niveau de l'articulation. Si on regarde la photo au niveau de la diapositive, j'en ai juste. Oui, pas de problème. C'est ça, juste une photo qui démontre un petit peu là, comment que le conflit peut se produire au niveau du coude. Là, si on le présente, là, on voit justement qu'il est quand même magané au niveau de son écran, mais tu sais que c'est des osteophytes et avec des corps qui peuvent se déplacer, quel genre de conflit ça peut occasionner. Fait que la maladie de Panner, en gros, la maladie de Panner, c'est des stress répétitifs au niveau du cartilage, au niveau du capitellum, puis il va y avoir une ostéochondrite à ce niveau-là qui va se former. Fait que, si on regarde au niveau de la radiographie, ben là, on peut voir qu'il y a des petits signes. C'est juste une petite parenthèse pour la maladie de Panner, ça va se présenter comme ça. Puis radiologiquement, c'est ça qu'on va voir là. Intéressant, il y a quand même, là, on va pas bien, je suis mais il y a des signes de la voile postérieure, c'est vraiment plus évident, mais c'est vraiment moins évident, mais c'est quand même c'est que la particularité de la population pédiatrique, c'est les fameuses plaques de croissance. Fait que vous connaissez peut-être le CUTO, qui est l'acronyme pour l'ordre d'ossification, l'apparition des centres d'ossification. Par contre, bon, je ne l'ai pas présenté ici parce que ça dépendait des sources, là, mais d'une source à l'autre, l'ordre de fermeture des phases pouvait varier beaucoup, là, mais a priori, souvent, l'externe, les pendules externes, les pendules internes étaient dans les dernières. On parle, mettons, là, ça peut varier d'enfant à enfant, mais entre 14 et 17 ans. C'est quand même tout le range de l'adolescent, si on veut, là, qui peut avoir encore là, une plaque de croissance en interne. Bien important quand on regarde ce type de douleur-là chez la population pédiatrique. C'est juste un petit résumé là, dans le contexte, puis on résume un petit peu la classification de Salter-Harris. Donc, rapidement, c'est normal, effectivement, avoir des structures qui sont normales avec un élargissement qui va être normal, préservé là, au niveau de la physe. Le type 1, ça va être une fracture physaire complète avec son déplacement. Fait que là, c'est plus au niveau de l'espace, de la radiographie, on va voir un petit peu un espacement à ce niveau-là. Le type 2, ça va s'étendre au niveau de la métaphyse, fait une fracture physaire et métaphysaire. Si on a le type 3, ben, ça va s'étendre à travers de la physe et aussi de l'épiphyse. Le type 4, ça va être au travers des 3 structures, donc physaire, épiphysaire et métaphysaire. Le type 5, là, qu'on voit un petit peu moins dans le cas du Letolia elbow, mais ça va être par compression de la plaque de croissance. Des petits facteurs de risque. Là. Dans le fond, les facteurs de risque spécifiques, fait que là, ça, c'est un petit peu plus spécifique au baseball, mais comme on voit, ça peut s'appliquer quand même à d'autres sports aussi. Là. Mais spécifiquement pour le baseball, plus de 80 lancers par entraînement par partie. Avoir plus de 8 mois dans l'année de lancer dans un contexte qui est compétitif, des vitesses de lancer assez élevées là, de plus de 135 km/h. Si on lance avec des symptômes au niveau du membre supérieur atteint, même si ce soit au niveau de l'épaule, que ce soit au niveau du coude, juste avoir une fatigabilité au niveau de ce bras-là, ça peut être un facteur de risque de développer cette pathologie-là. Participer à des démonstrations, il y a des niveaux très élevés, là, un jeune qui serait un peu élite qui fait des démonstrations, ou une technique de lancer qu'on va utiliser, qu'on va faire souvent des balles courbes, des balles cassantes, qui vont favoriser justement ce stress en valgus-là.
Ça, c'est des notions justement de Baseball Canada, puis c'est aussi au niveau américain, là, ça se ressemble beaucoup. Les signes et symptômes, c'est assez évident. Là. Fait que des douleurs lors des lancers, là, surtout l'aspect médial, dépendant de la présentation initiale. Là. Difficulté dans l'exécution des lancers. Fait que, comme Vincent disait, on peut avoir moins de précision, l'athlète va lancer moins vite, moins bien. Ça, c'est plus une complication, mais on pourrait avoir jusqu'à des paresthésies dans le territoire ulnaire du bras là, concerné. Au niveau des signes qu'on peut voir ou qu'on devrait rechercher en examen physique, on peut avoir des douleurs effectivement à la palpation, là, en côté médial surtout, des douleurs lors du stress en valgus, du coup, à différents degrés. Fait que là, on va plus chercher les structures ligamentaires, pas ligamentaires, mais ligamentaires à ce moment-là. Il pourrait avoir une incapacité de la tête à faire une extension complète. Du coup, il pourrait avoir la raideur là, au niveau des ligaments, au niveau de la capsule, avec un petit flexum. Là. Je pense que c'est des gens qui utilisent leurs bras constamment. Il peut y avoir une laxité. Au contraire, il y a un problème au niveau de l'intégrité des ligaments. Puis, comme plus haut au niveau des symptômes, et des signes d'atteinte du nerf urinaire. J'ai oublié de dire aussi, en fait, c'est pas mentionné, mais c'est toujours important d'examiner effectivement l'épaule, le poignet, les rachis cervicales, surtout s'il y a des problèmes au niveau neurologique, parce que je ne veux pas, là, on n'en parle pas ici, mais le stress, le mouvement de lancer une balle là, répété, il y a énormément aussi de stress au niveau de la coiffe des rotateurs, là, ça, on n'en parle pas vraiment, mais dans la phase d'accélération, décélération, c'est aussi d'autres façons de se blesser, pas juste l'investigation radiologique, si on a, comme ça disait, le but, c'est d'éliminer qu'il y a une atteinte de la fibre, donc plus un Salter Harris type 1 ou autre, là, ou même carrément là, une avulsion complète de l'épicondyle. Ici, c'est assez clair là, sur la photo droite que le morceau, fait qu'on voit le centre d'ossification, on devine que la fibre doit être à peu près là, puis on voit même un petit morceau là, probablement de l'humérus. Fait que c'est vraiment plus un Salter 2, je ne sais jamais, en tout cas. Il y a même un petit fragment. Puis ça c'est d'emblée, c'est chirurgical. Ça, on y reviendra plus tard sur le traitement. C'est-à-dire qu'il faut au moins une opinion chirurgicale à ce stade. Ici, on voit qu'on peut comparer un peu l'allure, l'apparence des fils. On voit que clairement, là, même c'est beaucoup plus fermé que ce l'est au bout. Il y a vraiment un élargissement du trait. Là, ça, c'est suggestif d'un début là, ça veut avulser tranquillement. Mais le traitement est toujours lié là, avec l'épicondyle. L'IRM, surtout dans le premier cas, la première radio, parce que peut-être on n'était pas sûr si c'est la fibre normale ou s'il y a un élargissement, on voit clairement ici que, par exemple, qu'il y a un œdème au niveau osseux, au niveau des structures. Puis, là, ça, c'est la signe de la flèche, je ne l'aurais pas vu autrement, là, mais on peut confirmer ici qu'il y a une atteinte là, du LCI aussi. On voit mieux les structures tendineuses. L'affaire, c'est que il ne parlait pas nécessairement de l'échographie. Ce n'est pas nécessairement très détaillé, mais je me demande, surtout pour les athlètes plus vieux, qu'on pense peut-être plus à des structures ligamentaires, est-ce qu'il y aurait une place pour ça? Probablement, effectivement, mais ce n'était pas nécessairement très bien expliqué. Là, non. Le traitement, vous comprendrez que ça dépend vraiment de c'est quoi l'atteinte principale. C'est comme une myriade de pathologies possibles. Idéalement, ce qu'on veut, c'est un traitement conservateur. C'est surtout pour la l'épiphysit, pardon. C'est qu'une période de repos de peut-être 4 à 6 semaines, on réduit les lancers. Puis, à niveau modification des activités, on peut continuer les autres activités du sport ou au moins les modifier pour ne pas retraumatiser le coude. La physiothérapie. S'il y a des contractures qui sont présentes, on peut essayer de mettre des attelles pour aller rechercher ou faire des exercices pour aller rechercher l'extension. Mais c'est juste attention au niveau de l'immobilisation, parce qu'au niveau du coude, c'est vraiment pas long, que ça peut ankyloser et créer d'autres problèmes. Là. Fait qu'idéalement, on veut garder le plus de mobilité possible. En physiothérapie, d'entrée de jeu, c'est vraiment pas mon domaine et ma force, mais on peut quand même adresser tous les autres muscles, les autres chaînes musculaires, les abdominaux, le contrôle scapulaire, la coiffe des rotateurs pour travailler ça, faire travailler le coude pour commencer. Puis, dans un deuxième temps, là, on pourra adresser les muscles. Là, si on pense à un épiphysit, par exemple, on pourra plus aller renforcer là, les plexeurs pronateurs au niveau du coude. Comme tantôt, la deuxième radio qu'on avait, là, si on a vraiment, par contre, une fracture avec un déplacement d'épicondyle, là, c'est là que nos guidelines québécois, là, dans Ortho 911, c'est d'envoyer directement là, en orthopédie pédiatrique pour un avis. Je pense qu'il
de ce que je comprends, le plus souvent possible, il essaie d'être conservateur puis de ne pas aller faire des chirurgies, mais il faut quand même avoir leur avis et leur souhait. Oui, fort probablement. C'est souvent, ben, Amélie, tu peux-tu répéter le commentaire? On n'entend pas qui parle. Je vais y aller. Allô, c'est Maud. Je disais juste que la photo qu'on avait tantôt, c'était clairement une avulsion significative, puis c'était quelque chose de chirurgical d'emblée. Il n'y a même pas de question de ce côté-là. Après ça, pour juste une apophysite, ça, ben là, en effet, ça a tendance à être conservateur, là, mais l'image de tantôt, ça, aucun doute là-dessus. Même à l'IRM, c'est le fait que bon, comment on papier, de choses qui, moi, je ne sais pas leur avis. Puis certainement, la chirurgie, en fait, ils vont brocher ou lisser là, le petit morceau d'os en place. Réparation du LCI, bien, ça, c'est plus, c'est intéressant plus historiquement, là, mais c'est la chirurgie de Hamilton qui implique d'aller recréer en fait, un ligament avec un tendon. Loin. C'est juste, parce qu'il y a beaucoup de ça de plus en plus chez l'adulte, les ligues majeures au niveau du corps. Oui, En fait, juste pour dire qu'en général, le fameux tramédiane, ça survient lorsqu'on a une instabilité réelle, lorsqu'on a une déchirure progressive. C'est ça au baseball, ça lâche au complet. Alors, les gens, malheureusement, ils n'ont pas le temps d'avoir un traitement conservateur bien fait parce que ça se blesse progressivement. Là, à ce moment-là, ces gens deviennent complètement incapables de lancer. Et à ce moment-là, il y a la réparation qui se fait selon un protocole là, où on utilise un tendon mutuellement palmaire qui est implanté localement. Et Tommy John, dans le fond, c'est le premier lanceur qui a subi la chirurgie. C'est un lanceur qui lançait pour les Yankees de New York, qui avait été échangé aux Dodgers de Los Angeles, mon équipe préférée. Et puis, finalement, il a été réparé. Vous savez comme moi que c'est facilement là, 8 mois de convalescence avant de pouvoir lancer à nouveau. Et donc, c'est une chirurgie qui est quand même très efficace pour l'enfant, mais rapidement, ça survient dans un contexte vraiment d'instabilité qui devient sévère et donc, il n'y a aucun choix de traitement conservateur là. Alors que lorsqu'on a une entorse fraîche, une entorse avec même un grade élevé, si on les immobilise, ils vont très bien guérir avec une approche conservatrice. Donc, les complications, ben, encore une fois, ça dépend un peu là, de voir si en médial, on en a parlé, mais éventuellement, il peut y avoir effectivement des séquences, tout là, mes compagnies, on a déjà couvert. Pour la neuropathie ulnaire, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à moins que vous ayez un avis contraire, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment une neuropathie faite par traction. Là, puis, plus ou moins, il peut y avoir là, une subluxation là, du nerf carrément. Il peut y avoir effectivement de la perte au niveau de l'extension, avec un flexum qui demeure un peu serré. Puis éventuellement aussi, là, si ce n'est pas adressé, mais une incapacité là, à reperformer comme auparavant au niveau des lancers. Donc, ouais, ça, c'est dans le fond, c'est pas intéressant. Là, fait que ça fait un peu partie du traitement / prévention. Là. Fait que ça, dans le fond, c'est des recommandations que ça, c'est américaine, mais j'imagine que ça s'applique aussi au niveau canadien. Dans le fond, c'est par rapport au nombre de lancers que le jeune athlète va faire, il doit se reposer ou pas, dépendamment de son niveau et justement de la surutilisation. Fait que, sans tout lire, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a vraiment des chiffres spécifiques assez serrés là, entre plus de 66 lancés. Si on est 14 ans au moins ou plus de 15 ans, dépendamment justement de du risque d'atteindre des filles. Là. Fait que, exemple, 60 lancés ou plus en une journée, ça demande quand même 4 jours de repos si on a moins de 14 ans. C'est clairement ce qui n'est pas toujours respecté. Mais quand même, les organisations là, de baseball au niveau canadien-américain sont quand même au courant là, de ces recommandations-là. Là. 50 à 65, ça serait 3 jours et tout. Puis entre 1 à 20 lancés, ben là, il n'y aurait pas de douleur, pas de repos nécessaire. Mais là, ça, je vous dis ça, mais c'est quand il n'y a pas de douleur. Ce n'est pas dans un contexte de Little League Elbow avec de la douleur. C'est vraiment dans un contexte juste normal, là, compétitif. Puis on se voit que si on a plus de 15 ans, ben là, c'est un petit peu plus lousse au niveau de recommandations qu'on peut faire plus de lancers quand même un petit peu. Donc, petit retour sur le cas clinique. Fait que Thomas, 12 ans, comme on se rappelle,
Fait que là, dans le fond, à votre examen, à votre évaluation, vous suspectez qu'il y a une atteinte médiale du coude droit, dans le fond, qui serait compatible avec un début de Little League Elbow là, qui est à risque de se détériorer. Vous ne trouvez pas nécessairement qu'il y a de complications actuellement, mais là, il est quand même à risque parce qu'il joue à haut niveau, il fait beaucoup de lancers, de se détériorer et d'avoir des blessures là-dessus. Vous faites la radiographie quand même normale, pas d'élargissement de la piste, fait que tout est beau au niveau radiologique, vous ne considérez pas qu'un IRM est nécessaire à ce point-là. Fait que vous embarquez dans le traitement. Donc, rapidement, repos de lancer, juste, mais pas repos complet, mais juste au niveau des lancers, repos des lancers pendant 4 semaines. Sinon, on poursuit toutes les autres activités selon la tolérance avec une reprise graduelle par la suite au niveau des lancers. Introduisez rapidement la physiothérapie, renforcement de la courbe des rotateurs, exercice au niveau du coude également, justement pour essayer d'éviter d'utiliser trop de stress en valgus au niveau de la force, essayer de renforcer au niveau musculaire. Puis vous essayez d'adapter avec le coach, essayez de voir une adaptation du patron de lancer, puis éviter les balles courbes et cassantes, puis en faire moins là, si possible. C'est ça. Finalement, votre diagnostic prise en charge rapide, ça permet aux patients de complètement récupérer, puis ils performent plus que jamais. Puis ça, justement, on a évité potentiellement une chirurgie, puis potentiellement des complications qui, à long terme chez ce patient-là. C'est intéressant, là, je ne l'ai pas mis dans la diapo, mais j'ai regardé un petit peu sur le baseball, comme l'association de baseball là, au niveau québécois. Là. Il y a quand même beaucoup de sections sur éviter le risque de blessure, l'entraînement. Il y a même une section complète sur le bras du lanceur. C'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Mais je n'ai pas vu de spécifiquement comme quelque chose qui va présenter le Little League Elbow, avec juste un résumé un peu là, pour la population des pathologies, c'est quoi les traitements, oui, ils disent d'être à l'affût et tout. Mais, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations, mais qu'il manquait peut-être cet aspect-là. C'est intéressant de voir si ça serait peut-être à ajouter éventuellement, là, quelque chose de plus spécifique sur le Little League Elbow. Pour le baseball, mais ça peut être le lancer du javelot, ça peut être n'importe quel mouvement de lancer au-dessus de la tête là, qui peut être à risque. Puis, même d'une certaine façon, exemple, un smash au volleyball aussi pourrait mettre à risque l'athlète. C'est juste que d'en faire 120 à 100% d'intensité, juste faire 120 lancés à 100% d'intensité, c'est peut-être juste pas le même volume là, qu'au baseball. Exact. Alors voilà pour les références. Pour les recommandations canadiennes, si vous voulez voir, là, c'est intéressant, ils appellent ça le développement à long terme de l'athlète, là, le DLTA. Si vous écrivez ça, DLTA avec Baseball Canada, ça va vous amener à un document dans lequel vous allez trouver tous les tableaux de recommandations. Là. Ils ont développé vraiment une approche là, selon l'âge. Ils ont des recommandations de ne pas se spécialiser avant 12 ans, de pas. Il faut faire attention, là, le nombre de lancers, comme Vincent disait. Il y a vraiment des tableaux selon l'âge. Dans la présentation, c'est séparé entre en bas de 15 ans, en haut de 15 ans, mais dans le Baseball Canada, là, il y a vraiment, je pense que c'est 5 à 9 ans, 9 à 12 ans, 12 à 15 ans. Puis là, ils ont quantité de lancers maximale. Il y en a moins en début de saison. Ils augmentent la quantité plus la saison avance. Puis le repos après tant de lancers. Là. Donc, il y a des tableaux pour chaque niveau d'âge. Ça, c'est intéressant. Les balles courbes, les balles à effet, ça a quand même un bon impact. Là. Puis, au niveau canadien, c'est recommandé de ne pas débuter les balles à effet avant 14 ans. Donc, probablement parce que c'est proche de l'âge de la fermeture de la FIS, là, qui est habituellement un consensus autour de 15 ans. C'est sûr, ça peut varier, comme Vincent disait, là, mais je pense que c'est probablement pour ça qu'ils ont mis l'âge à 14 ans. Fait que c'est important, je pense, de questionner les patients. Est-ce qu'ils font de la balle à effet? Est-ce qu'ils en font à la maison? Quelle position ils jouent? Oui, il y a lanceur, mais il y a catcher aussi qu'il faut penser. Si l'enfant joue comme receveur, puis qu'après, pour se reposer, il va faire lanceur, bien, ça se peut qu'il dépasse son nombre de lancers recommandés. C'est des questions à aborder avec le parent puis l'enfant, qu'il soit bien à l'affût de ce qui a probablement causé la blessure pour que ce soit changé une fois qu'on l'a traité puis que ça ne revienne pas après le traitement. Donc, bravo Amélie puis Vincent, c'était très intéressant. La conclusion, plein de conclusions, le
lendemain qu'il lance plus fort que jamais. Mais malheureusement, ces blessures-là, souvent, quand ça commence, c'est pas nécessairement le début de la fin, là, mais pour quelqu'un qui a un potentiel d'un joueur élite et de performance vraiment plus importante, c'est sûr que si c'est pris vraiment, vraiment rapidement puis que ça ne progresse pas trop, il y a peut-être plus de chances que ça l'évolue bien, mais en effet, c'est souvent qui va mettre soit fin à leur désir de sport un peu plus d'élite professionnelle, soit ils vont changer de position. Fait que c'est pas rare que des lanceurs vont devenir, mettons, joueurs de premier but parce que là, justement, ils ont trop de douleur, puis ils seront plus. C'est rare qu'ils vont être capables de performer autant qu'ils performaient avant. Fait que chez le petit joueur de baseball de tous les jours là, de ligue, en général, c'est pas dramatique, dans le sens que il va être capable de jouer probablement pareil, mais c'est à un niveau un peu plus avancé, c'est début de l'âge adulte, tout ça, puis professionnel, quand il commence à avoir des douleurs là, puis des lésions importantes, souvent, ça va souvent malheureusement mettre fin à des carrières de lanceurs professionnels. C'est très rare qu'ils vont retourner à un niveau aussi ou mieux que ce qu'ils étaient avant, mais bon, c'est ça. D'où l'importance de la prévention. L'idéal, c'est de ne pas se rendre là. Justement, les dommages, parce qu'un coup, les entreprises, c'est très, très rare qu'ils vont de retour en arrière. Dans une conférence qu'on a préparée avec Jean-François Bégin, Jean-François nous disait dans la recherche, effectivement, les gens qui lancent vraiment avec beaucoup de force, ils atteignent facilement la capacité de tension du ligament collatéral médial. Donc, on se rendu à chaque lancer. Le ligament est vraiment assujetti à une tension très grande. C'est pas étonnant à un moment donné que même au niveau professionnel, il faut qu'ils comptent les lancers aussi. C'est pas pour rien que les lanceurs lancent aux 5 jours, là, sinon ils seraient vraiment beaucoup plus vulnérables. Donc, c'est quand même quelque chose, vous savez, qui joue un rôle. C'est même comment dire, on est souvent dans la limite du possible, des capacités humaines par rapport à ça. Donc, c'est ça, chez l'enfant, le ligament collatéral médial est assujetti à une tension assez importante, mais la plaque de croissance est probablement plus fragile encore que les ligaments. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment rigoureux par rapport au nombre de lancers. Puis, de temps entre chaque exposition aussi au lancer au baseball. Qui était avec nous en stage aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ta conclusion, Maud, mais j'imagine que tu as conclu ça. Vous n'avez pas entendu la conclusion complète ou seulement le fait de dire que j'allais présenter 5-10 minutes? J'ai pas entendu ce que Maud a dit. Je pense que c'était Maud qui parlait, j'ai rien entendu. Ah, ben, dans le fond, il y a un petit ajout après une discussion avec le Ontario. Là, je vais présenter... C'est Julien. Oui, c'est Julien qui parle, c'est ça, en fait. Fait que je vais présenter un petit 5 minutes là, sur les entorses hautes de la cheville et leur prise en charge. Là, ce ne sera pas bien long. C'est juste un petit topo que j'avais fait avec le Dr. Ontario, en fait. Là. Super. Pour ceux qui veulent rester et qui ont le temps. Je vais mettre l'écran un peu. Voilà.
Et double vérification. Pas là, on va juste transférer de présentation, puis on commence ça. Voyez-vous quelque chose? Oui. Ça fonctionne-tu dans vos écrans? Oui, parfait. Donc, comme je disais tantôt, je m'appelle Julien Drolet, je suis externe dans le stade avec Dr. Thériault depuis le dernier mois. En fait, là, je termine aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu, après discuter avec Dr. Thériault, on avait regardé un peu la possibilité de regarder un petit peu la prise en charge de l'entorse haute de la cheville. Fait que j'ai fait un petit résumé de l'anatomie, du mécanisme de blessure, puis des degrés de sévérité en fait, des entorses. Puis après ça, je vais passer plus à. Je vais voler du coup un petit peu, là, mais il n'y a pas encore de protocole standardisé pour faire la prise en charge d'une entorse haute de la cheville. Fait que je vais présenter 2 ou 3 protocoles en fait, que j'ai trouvés là, dans la recherche jusqu'à maintenant. Fait, commençons ici. Donc, juste pour résumer un petit peu l'anatomie au niveau de la mortaise un petit peu plus, dans le fond, il y a les composantes osseuses, c'est certain, donc le tibia, fibula, le talus, qu'on ne voit pas ici sur l'image. Et surtout des composantes ligamentaires, fait que tout ce qui est tibiofibulaire antérieur et postérieur, en fait, on voit bien sur les images ici, la membrane interosseuse, qu'on entend plus souvent parler aussi. Ligament interosseux qui est en avant ici, juste sous le ligament tibiofibulaire antérieur. Et le ligament deltoïde, qu'on ne voit pas ici, mais qui s'attache plus au niveau de la malléole interne, en fait, là, avec le talus. Au niveau du mécanisme de blessure, en fait, c'est souvent une image que j'ai trouvée sur Internet, mais qui est peut-être plus ou moins représentative. Là, mais on dirait que tu peux arriver plus quelque chose au genou qu'à sa cheville à ce moment-là. Mais en gros, c'est une rotation externe, en fait, là, du membre inférieur avec une flexion dorsale de la cheville latérale. Les sports les plus à risque, c'est ça, on pense souvent du football, et hockey, le soccer aussi, entre autres, là, qui sont à risque à ce niveau-là. Au niveau des degrés de sévérité, je vais passer juste à parler un petit peu de l'examen physique et des investigations qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, il y a toujours l'examen physique qui est important pour commencer. En fait, on peut aller faire contracter les muscles, étirer, palper aussi les ligaments pour voir un petit peu s'il n'y a pas des douleurs qui sont créées. Faire les stress tests ligamentaires qui vont être importants aussi pour voir s'il n'y a pas une laxité à ce niveau-là. Tiroir antérieur-postérieur au niveau de la cheville, donc du talus, en fait, là, pour voir une certaine stabilité de la cheville. Dans les tests plus spéciaux, un petit peu, là, il y a tout le temps le test de flexion dorsale et de rotation externe de la cheville qui peut être plus précis pour l'entorse haute de la cheville. Il y a le squeeze test aussi qui vient comprimer en fait là, le tibia et la fibula pour voir créer un écartement au niveau de la mortaise là, qui peut créer une douleur. Sinon, en plus fonctionnel, il y a toujours moyen aussi de faire marcher en fait le patient là, en squat bipodal complet, donc en petit bonhomme, puis de le faire avancer pour mettre un stress vraiment au niveau de la cheville. Puis ça, c'est non douloureux. Bien souvent, on peut quasiment éliminer la possibilité de ça. Au niveau des imageries, c'est sûr que souvent, ça va nous prendre une radiographie, en fait, surtout dans les traumas les plus sévères, là, pour voir un petit peu, essayer d'écarter les risques de fracture, mais aussi voir un petit peu s'il n'y a pas une instabilité par un écartement de la mortaise, en fait, là, qui pourrait être mesuré. Donc, ça va tout le temps être intéressant de faire ça quand on a une suspicion d'entorse haute de la cheville. Mais le gold standard au niveau de l'imagerie, c'est vraiment l'IRM, mais c'est quand même assez rare qu'on va se rendre à ce niveau-là. Au niveau des degrés de sévérité, à ce niveau-là non plus, il n'y a pas vraiment de consensus. Là, au travers des articles que j'ai lus, tout le monde a un peu ses différents critères.
Je vais vous présenter ce que j'ai lu sur l'article résumé un peu du High Ankle Sprain là, sur UpToDate. Mais en gros, pour un grade 1, en fait, c'est une atteinte qui va être stable avec une atteinte partielle qui amène un petit tibio-fibulaire antérieur. Il n'y aura pas de diastase de la mortaise. Au niveau du grade 2, ils séparent souvent les autres en A et en B. Ça va être une atteinte, au niveau du A, là, ça va être un 2A, en fait, ça va être une atteinte complète du tibio-fibulaire antérieur avec une stabilité clinique quand même. Puis au niveau du B, ben, c'est là qu'on va avoir un petit peu plus l'atteinte de la membrane interosseuse qui va être en plus de ce qu'on a retrouvé en A, en fait, puis une possible atteinte du deltoïde. Puis il appelle ce qu'on va avoir un peu une instabilité latente, là, ça veut dire qu'on ne restera peut-être pas à la recréer, mais que mécaniquement parlant, il va quand même avoir une instabilité. Puis dans le grade 2, par exemple, il n'y aura pas de diastase normalement là, au niveau de la radiographie. Puis ça peut être à ce niveau-là, le fait que l'IRM peut être intéressante là, pour venir un peu voir, un peu caractériser les atteintes ligamentaires là, au niveau de certains cas. Au niveau du grade 3, ben, ça, souvent, il porte moins à confusion un petit peu. Là. Ça va être une atteinte complète là, dans la membrane interosseuse, ligament tibio-fibulaire antérieur, avec une atteinte partielle ou complète là, du postérieur aussi, en fait. Là, c'est à ce moment-là qu'on va trouver une instabilité, mais aussi une diastase de la mortaise. Puis souvent, il va y avoir une atteinte là, des fractures, en fait, à ce niveau-là aussi, puis une atteinte du deltoïde en même temps. Au niveau clinique, en fait, là, ce qui est proposé dans cet article-là sur UpToDate, en fait, c'était pour différencier le grade 1 du grade 2 avec un peu 4 moyens. Bon, le premier, c'est de référer à un orthopédiste d'expérience. Ça, c'est peut-être moins rapide comme chemin, puis peut-être plus difficile cliniquement à avoir la plupart du temps. Sinon, il parlait aussi de faire une échographie musculo-squelettique pour faire un examen dynamique pour voir un peu la mutation des ligaments à ce niveau-là. Sinon, il y a le single hop test. En fait, eux, ce qui conseillait à ce niveau-là, en fait, là, c'est de immobiliser le patient pendant 2 semaines, voir si au bout de 2 semaines d'immobilisation, il est capable de faire le single hop test, donc de sauter sur une jambe. S'il est capable de le faire, c'est probablement c'était un grade 1. S'il n'est pas capable, il rémobilise pour une 3e semaine. Puis ensuite de ça, en fait, là, ils refont le test en fait, là, une fois de plus. Puis, si à ce moment-là, il n'est toujours pas capable de le faire, bien là, c'est confirmé que c'est un grade 2. Tandis que s'il est capable de faire le test à ce moment-là, bien, on parlerait peut-être plus d'un grade 1 sévère là, à ce niveau-là. Sinon, s'il y a un haut risque de grade 2 ou les athlètes d'un sport à risque qui ont accès à un IRM, qui soit privé ou plus rapidement, bien, l'IRM peut permettre de caractériser l'atteinte ligamentaire, là, mais souvent, c'est moins accessible un petit peu. Donc, maintenant, on va venir au vif du sujet. En fait, là, au niveau de la prise en charge, comme je disais un petit peu tantôt, là, il n'y a pas de consensus encore au niveau de la prise en charge, mais il y a quelques articles qui proposaient un peu des protocoles globaux, un peu de savoir ce qu'ils faisaient, eux, avec leurs athlètes. Donc, dans ce premier article-là, en fait, là, c'est un médecin de Cleveland, en fait, qui travaille avec les Browns de Cleveland au niveau du football américain professionnel, qui, à force de parler avec leurs collègues, en fait, à ce niveau-là, ont établi un petit peu ça ici. Donc, les autres parlent d'une mobilisation dans une botte là, qui limite les mouvements au niveau de la cheville pour 1 à 2 semaines. Dans l'article, ce n'est pas clair, par exemple, si ils enlèvent la mise en charge ou pas. Ils n'en mentionnent pas, ils disent qu'ils le mettent en botte de 1 à 2 semaines, mais ils ne parlent pas à savoir s'ils commencent pas de mise en charge puis ils progressent pas lentement ou si directement ils commencent à laisser du poids dessus. En fait, là, c'est pas clair. Mais eux, dès le jour 1, en fait, là, ils débutent du vélo stationnaire, sans douleur, avec une résistance là, adaptée, pour être certain qu'il ne se crée pas de douleur. Puis ils poursuivent ça un petit peu tant qu'il y a le port de la botte. Ils parlent aussi du blood flow restriction avec des aiguilles sèches. Pour eux, en fait, le blood flow restriction, c'est juste pour leur permettre de travailler un petit peu au niveau des muscles là, de la cheville puis du mollet pour essayer d'éviter l'atrophie, en fait, là, pendant l'immobilisation. Au niveau des aiguilles sèches, eux, ce qu'ils expliquaient, en fait, c'est qu'en allant faire des aiguilles sèches à ce niveau-là, au niveau des fibulaires, entre autres, c'est qu'ils vont aller relâcher un petit peu les fils musculaires pour essayer que quand on va revenir à faire des exercices un peu plus qui vont demander sur la proprioception, qui vont demander à aller chercher un petit peu plus de force, bien, ça va leur permettre d'être en état de le faire pour pas qu'ils soient déjà fatigués parce qu'ils ont été contractés ou qu'ils n'étaient pas dans un état de repos là, complet au niveau pendant l'immobilisation. Donc, pendant la semaine 1-2, ce qu'ils vont faire aussi, en fait, c'est qu'ils vont avoir un entraînement en chaîne ouverte au niveau du genou et de la hanche. Puis après une semaine, bien, ils vont progresser vers des exercices isométriques, puis après ça, une progression selon tolérance. Ensuite de ça, eux, leur cut-off un petit peu, si on veut dire, pour savoir si on peut retourner vers la course et les changements de direction, eux, c'est le single heel raise
puis le single leg up non douloureux. Fait qu'à ce moment-là, quand ça c'est atteint pour eux, ils peuvent aller à la course, changer de direction, puis un coup que c'est fait ça sans douleur, ben là, ils retournent à une pratique plus standard. Puis eux, ils demandent à leurs joueurs, en fait, là, après une semaine complète de pratique sans limitation ou douleur, ben là, ils peuvent considérer un retour au jeu, un retour à l'action dans les parties, en fait, qui leur amène à peu près un 2 à 6 semaines là, de temps de retour au jeu, en fait, global. OK. C'est un peu flou, on ne voit pas super bien. Je ne sais pas si c'est vraiment que vous voyez mieux à l'écran, là, mais deuxième article que j'avais trouvé, ça, c'est des physios, en fait, des physiothérapeutes, des thérapeutes sportifs, en fait, qui suivent un club de soccer en première ligue en Europe. Ils ont fait un article sur 5 cas de high ankle sprain qu'ils ont eu dans leur équipe, puis un petit peu les protocoles qu'eux ont utilisés, en fait, pour le retour au jeu. J'ai mis leur grade ici qu'ils ont utilisé parce que ça change un petit peu au niveau de leur prise en charge, là, mais pour eux, dans le fond, c'est ça. Tibio fibulaire antérieur, grade 1, qui est le cas ici, là, qui est atteinte isolée. Eux, on voit qu'en fait, à ce niveau-là, ils mentionnaient même que ce joueur-là, en fait, n'avait même pas été sorti de la partie. En fait, il avait continué à jouer. Puis après ça, il avait fait un peu le protocole qu'on voit ici. Là, fait que vous ne verrez pas tout, mais en gros, c'est une progression tranquillement avec un taping. Il ne mentionne pas toutefois s'il avait placé ce joueur-là en botte ou pas. C'est quelque chose que serait peut-être plus à confirmer avec eux là, si on a la chance de leur parler. Mais ils vont travailler plus en physiothérapie. Puis ça, lui, il était retourné au jeu 8 jours après seulement. Mais il avait quand même ressenti un inconfort au jeu là, pendant un bon 3 semaines après. Fait que on voit qu'il n'était pas revenu à 100% après 8 jours. Ça fait. Au niveau d'un grade 2 qu'ils ont eu, bien là, à ce moment-là, il avait vraiment parlé d'une immobilisation pendant 10 jours de leur côté, en fait. Là, fait que pas de mouvement passé la position neutre au niveau de la cheville. Fait qu'il avait immobilisé dans une botte. Puis ensuite de ça, le reste, ça semblait un petit peu là, plus marche en piscine avec des thérapies un petit peu plus passives. Puis au bout de 10 jours, après ça, il passait à des choses un petit peu plus actives pour finalement revenir en entraînement régulier au jour 21, en fait. Fait que ça avait pris un bon 3 semaines de leur côté avant que ce joueur-là revienne au jeu. Fait que le grade 2, en fait, là, on parlait d'une atteinte de la membrane du ligament interosseux, en fait, puis du tibio-fibulaire antérieur. Ce qui est intéressant, c'est que les autres, le grade 3, en fait, qui est une atteinte complète, qui était relativement instable, les autres, ils n'allaient pas vers une chirurgie. Ils sont allés plutôt vers un traitement conservateur quand même, qui était un long protocole. Là, on voit entre autres que le joueur de l'exemple 1 ici, là, il est allé chez lui pendant 3 semaines là, à la suite de la blessure où il attendait juste en fait de faire passer un petit peu la phase aiguë. Le joueur 1, en fait, à ce niveau-là, là, il est revenu au jeu à 72 jours après sa blessure, en fait, qui est assez long. C'était pour un match amical de pré-saison. Ce n'est même pas un match en compétition. Tandis que pour le même degré de blessure, là, conformément à l'IRM, on voit que le joueur 2, en fait, là, est revenu au jeu dans une compétition. Il avait joué 80 minutes après le jour 48. Fait qu'on voit que la progression est un peu individualisée à chacun. Là. Il n'y a pas de ligne directrice claire que tout le monde emprunte, en fait. Là, fait que c'est un peu selon chacun, mais on voit qu'ici, il y a un bon 3 semaines de différence entre les deux. Il l'avait limité, eux autres, dans les. Tu vois, le joueur 1, ils l'ont limité, lui, pendant 4 semaines au début, tandis que l'autre, ils l'ont limité pendant 3 semaines. Fait que pour pouvoir passer la phase aiguë, puis un coup, cette personne avec douleur, il a recommencé, en fait, le traitement un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais, il était tanné. Puis, ce que je trouve intéressant de cet article-là, en fait, là, c'est qu'eux, ils avaient fait un petit tableau pour les critères de retour au jeu, en fait. Puis, vous pouvez aller chercher. Fait qu'il y a sûr qu'il y avait des baselines de chacun des athlètes. Fait que ça peut être plus facile à réaliser un petit peu. Mais il avait cherché en fait. Fait qu'il y a une chercher chacune des box avant de pouvoir retourner l'athlète au jeu. Fait qu'il y a des tests fonctionnels qu'on voit ici en bas. Qui ont des tests de dynamométrie pour évaluer la force au niveau des membres inférieurs. Puis, même activité de proprioception, là, avec le Spur Execution Balance Test, qu'ils font ici. Puis, en premier lieu, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est amplitude articulaire, là, qui était sans douleur, qui va être égal droite et gauche, en fait, avant de retourner au jeu. Ça permet de donner une idée des critères qui doivent être atteints avant de ramener notre athlète au jeu à ce niveau-là. Ensuite de ça, Kenneth et Hall, en fait, avait fait l'autre
les orthopédistes, en fait, là, qui avaient un peu présenté pour un athlète de grade 1, ce qui favorisait un petit peu à leur niveau. 3 à 5 jours d'immobilisation, pas de mise en charge. Fait que c'était vraiment clair, là, il n'y avait pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Fait que pas de mise en charge du tout. Avec l'immobilisation pour essayer de passer la phase aiguë d'inflammation. Puis ensuite de ça, la mise en charge en bas, si non douloureux, avec il travaillait les rhumes actifs et passifs, avec un peu de proprioception et de résistance lorsque le rhume actif passif était non douloureux. Ensuite, quand, au bout de 7 à 10 jours, là, quand souvent la mise en charge en bas était sans douleur, ben là, il transitait vers une orthèse de stabilisation. Là, fait que plus comme une attelle de cheville, un peu qu'on va voir un peu chez les entorses latérales aussi, là, avec des exercices fonctionnels et de renforcement. Puis progresser ensuite vers la course, l'exercice spécifique au sport. Puis eux, leurs critères, en fait, pour passer à l'activité spécifique au sport, c'était de permettre que l'athlète devait faire un 10 single leg up test. Fait que ça revient quand même assez souvent dans les différents articles, là, mais sans douleur significative. Fait que c'est pas sans douleur complètement, c'est juste sans limitation franche, en fait. Là, fait que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant comme critère aussi. Ça, c'est un tableau résumé, en fait, qui ramenait un petit peu la même chose, là, mais il y avait quelques petites différences, mais c'est qu'eux avaient modifié le protocole dans l'article pour les adapter à leur préférence à eux, en fait. Puis, le dernier, en fait, que j'avais trouvé, ça ressemblait un petit peu à l'article d'avant, en fait. Là, fait que semaine 1, 2, béquille, pas de mise en charge, avec une mise en charge progressive là, pour les 4 semaines suivantes. Fait qu'eux étaient un petit peu plus sécuritaires, un peu plus lents dans leur progression. Fait que, tu sais, qui nous amène déjà quasiment automatiquement à 6 semaines là, au complet. Après semaine 2, ben là, orthèse de stabilisation, eux autres ici de leur côté avec une correction de la pronation, rhum plus étirement. Les autres, ils mettaient en charge tout de suite après la semaine 2, là, un suivi avec un programme de vélo plus des exercices d'équilibre. Puis on voit ici que le retour au sport moyen là, était de 4 à 8 semaines de leur côté. C'est jamais très rapide, là, sauf le grade 1 qu'on peut avoir vu un petit peu que l'autre ont ramené après 8 jours. C'est peut-être un cas plus exceptionnel un petit peu là, de ce que j'en comprenais avec les recherches. Ça faisait un peu le tour de ce que j'avais trouvé sur les protocoles, en fait, dans la recherche. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions. Oui. On va voir. Oui. Ça complétait pour moi. Oui. C'est ton grade 3 dans ces études-là. C'est pas le même grade 3 que tu m'as parlé. Non, exactement. Exact. C'est pour ça qu'eux, j'avais mis un petit peu leur grade ici parce qu'il était différent un peu des autres. Les autres, leur grade 3, c'est un peu de celui que j'ai présenté. Ça ressemble plus à leur grade 4. Là, ouais. Mm-hmm. On t'entend pas, Maud? Dans le fond, le commentaire de Maud, c'est que quand on a un grade 3, ça serait d'aller chirurgical probablement, mais tu sais, nous, ce qu'on peut peut-être amener au football, c'est que de toute façon, notre saison est assez courte, fait qu'on va essayer le conservateur avant de toute façon. Fait que je pense que ça vaut la peine je crois que ça vaut la peine de l'essayer avant pour voir parce qu'on va rarement une IRM de toute façon, mais nous, c'est plus, on va grader ça plus un grade 3 quand on va aussi sentir nous-mêmes l'instabilité au glissement. Puis souvent, on a quand même des bons résultats avec un. Est-ce que c'est un vrai grade 3 tout lâché? Là, mais, je pense que ça vaut la peine d'être tenté quand même. J'entends rien. Moi, je me demandais s'il y avait une urgence chirurgicale versus prendre le temps d'essayer le conservateur avant, parce que dans les deux cas, la chirurgie, ça doit être la vis. C'est comme c'est. Oui, mais dans le sens que ça peut être fait plus tard parce qu'on ne vient pas recoudre le ligament. OK, oui. Mais j'entends pas la réponse.
Ben, ce que je disais, c'est que je pense que tout le temps, mettons, dans un monde idéal, le plus tôt va être le mieux pour les remettre anatomiquement corrects, puis pas qu'ils guérissent. Parce que, pour avoir fait avec Michel Laflamme, entre autres, là, souvent, des fois, dans des radios qui étaient normales ou des affaires comme ça, une imagerie normale avec des douleurs chroniques qui persistent, souvent, les scans ou faire une résonance magnétique, puis ils vont, le péroné va être comme déplacé un peu, puis ça va avoir mal guéri, dans le fond. C'est ça qui leur cause des douleurs chroniques par la suite. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là, mais tu sais, pas moi qui les opère, là, fait que, mais de ce que j'avais retenu, là, c'est que c'est ça. Fait que, est-ce que si tu les opères après la saison, il peut être plus à risque d'avoir une douleur chronique? Peut-être, mais en effet, tu n'as pas de reconstruction ligamentaire. Fait que tu n'as pas de ligament à les faire guérir là, rapidement, mais c'est plus l'anatomie, je pense, là, qui me tannerait. Puis une cheville qui va être vraiment ouverte, tout ça, des doutes que ça aille bien vraiment conservateur, là, peu importe. Puis sinon, ben, tu as raison, en fait, à dire qu'il n'y a pas de guidelines francs. Là, moi, je regardais un petit peu là, sur Orthoboulette, qui est un site ortho, justement. Ce qu'ils disent, en gros, c'est 2-3 semaines de décharge. C'est pas de mise en charge avec une botte, puis de réévaluer. Puis c'est beaucoup le selon douleur. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Là. Fait que, je pense qu'en effet, d'avoir un genre de protocole un peu personnalisé, ben, de suivre l'athlète là, au final, puis de voir comment il va, puis comment lui évolue. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête le plus. Puis, mais c'est ça, il y en a qui, si après une semaine, il n'y a plus mal, puis tout ça, tu n'as pas de raison de le garder immobilisé, pas de mise en charge dans le fond. Mais il y en a que ça va aller jusqu'à un peu plus longtemps. Fait que c'est juste garder ça en tête, je pense, l'aspect protocole, personnalisé. Est-ce que Maud puis Amélie et Vincent sont encore là? Oui. Peut-être juste rajouter pour leur information, comme Julien disait, là, il y a vraiment une importance de la biomécanique, je pense, dans l'entorse haute. Puis, on voit beaucoup d'entorses du collatéral externe dû à la forme de l'astragale. Vous regarderez dans le netteur, là, comme l'astragale est mince en postérieur. Fait que quand on est en flexion plantaire, on a un risque, on a un jeu dans la mortaise entre l'astragale et la mortaise. Donc, c'est pour ça que les gens vont souvent se tordre la cheville en inversion. C'est ça qu'on va voir le plus souvent possible. Mais l'entorse haute, comme on vient de décrire, ça va être plus dans des sports où il y a des crampons ou des patins qui peuvent rester pris dans le turf ou dans la glace. Puis là, il va y avoir une dorsiflexion, puis l'astragale va être à sa portion la plus large. Fait qu'il n'y a pas de jeu. S'il y a une rotation, les malléoles s'écartent, la syndesmose peut être blessée. Il ne faut pas oublier dans l'imagerie d'aller penser, d'imager s'il y a une douleur à la tête du péroné là, pour la fracture de Maisonneuve qu'on attrape à l'occasion à l'urgence. Fait qu'il faut y penser dans les mécanismes. Là, si le crampon ou le patin est resté pris et qu'il y a vraiment une rotation externe qui a causé le traumatisme, d'aller palper le genou, c'est quelque chose qui est manqué à l'occasion à l'urgence si on ne comprend pas bien le mécanisme de blessure. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Puis de fait, il ne faut pas oublier de palper la fibula tout le long, hein, parce que nous, au football, on a eu 2-3 cas où la fracture était au tiers moyen, puis même parfois au tiers proximal. Puis ouais. Il ne faut pas l'oublier. Tu as tout à fait raison. Moi, ce que je voulais mettre l'accent, c'est qu'en 2012, il est sorti une étude qui a été publiée dans un journal assez prestigieux, le journal de l'Académie américaine de médecine du sport, où eux mettaient l'emphase beaucoup pour bien distinguer les grades, surtout les cas de grade 3 puis les grades 2 aussi, avec l'utilisation d'une radiographie de mise en charge, AP, mortaise. Et eux soulignaient que lorsqu'on a une instabilité, les chances sont très grandes qu'on ait une atteinte, donc une diastase qui se fasse entre la fibula et le tibia. Et eux signalaient que le chiffre magique, c'était 6 mm. Donc l'espace entre les deux, lorsque c'est en bas de 6 mm, c'est relativement peu probable qu'on ait une déchirure avec une instabilité. Mais au-delà de ça, ça devenait plus important. Puis eux suggéraient que ces cas-là soient référents en orthopédie. Parce que c'est là, effectivement, que je disais, Maud, là, ça devient avantageux de penser chirurgical pour ne pas qu'ils développent des problèmes chroniques d'instabilité, ce qui est très, 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 très désavantageux pour la personne. C'est un peu aussi, parfois, vous savez, le modèle de cas qu'on voit où les gens, ça fait 6 mois qu'ils ont eu leurs problèmes, puis ils ont encore des douleurs, puis ils viennent nous voir, puis qu'est-ce qui se passe, puis finalement, on s'aperçoit par le mécanisme une entorse haute, dans le fond. Donc, c'est important à ce moment-là de penser plus chirurgical
et la référence de faire une mise en charge et d'évaluer la diastase. Puis c'est facile à faire. Vous demandez au radiologiste de valider est-ce que c'est en haut ou en bas de 6 mm l'écart. Et ça peut être un critère intéressant. Pas ce que tu en penses. Oui, non, mais oui, il y a des chiffres de critères radiologiques en effet. Selon les vues, faut tout le temps je les revérifie, là, mais en fait, sur tes vues de mortaise, sur ton appui de la cheville, tu es tout le temps supposé avoir une superposition de tes deux, c'est autant du tibia du péroné, peu importe. Fait que si tu n'as plus de superposition déjà là, il faut que tu suspectes quelque chose. Puis après ça, en effet, c'est ça, c'est un 6 mm aussi, je pense que c'est sur la UAP, puis ça dépend où à mesurer, mais bref, c'est des critères. Bien, tu es tout le temps supposé d'avoir une petite superposition entre ton péroné et ton tibia. Peu importe la vue, ça, c'est comme un des affaires de base. Si tu n'en as plus, c'est clairement qu'il y a. Puis après ça, c'est le 6 mm. Je pense que c'est sur ta vue AP. Puis après, tu as comme un espace élargi. Il faut qu'il soit au moins, s'il est plus que. Faut que je revise là, à chaque fois, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais si tu n'as plus de superposition sur une de tes vues, c'est pas normal. Puis après, tu as ton ouverture en médial aussi qui peut jouer. Ça, généralement, c'est 4 mm. Si c'est plus que ça, c'est parce qu'il y a un problème à ton deltoïde. Puis il y a d'autres choses. Bref, c'est des critères radiologiques, mais en effet, en mise en charge, ça peut te faire comme ouvrir et réaugmenter. Puis tu as des vues de stress qu'on peut faire aussi. Là, fait que des vues de carte, des choses comme ça qui peuvent aller encore plus avec la gravité reproduire ces espaces-là puis avoir un plus grand jeu. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je les vois à l'urgence, je les immobilise, les entorseaux, puis je les fais revoir là, 2 semaines après pour voir s'ils ont encore mal. Ça serait, dans le fond, si les douleurs persistent, ce serait là qu'on ferait une radio en mise en charge. Tu sais, je ne pense pas qu'il y a d'urgence de faire une radio en mise en charge à l'urgence au jour 1. Tu sais, s'ils n'ont plus de douleur après 2 semaines, ben, ça finit là, on fait traitement conservateur. S'ils continuent d'avoir des douleurs, là, ça serait intéressant de voir s'il y a une diastase. Puis s'il faut référer en ortho, ça ferait du sens. Oui, c'est ça. Ben, à l'urgence, c'est ça. Souvent, ils ont mal. Puis c'est tough de les faire mettre en mise en charge de toute façon. Fait que oui, il n'y a pas d'urgence. C'est plus si ça persiste. Puis tout ça, en une semaine ou deux, souvent, là, tu vas être capable de mettre du poids dessus. Puis voir. Oui. Puis tu sais, si tu as de quoi de majeur, tu vas avoir ta radio sans mise en charge va te parler aussi. Là, si tu as une maison neuve avec tu vas le voir. Non, c'est supposant que la radio est négative. C'est ça. Mais oui, de leur faire une semaine ou deux après s'ils ont encore mal, c'est souvent le meilleur moment. Comme commentaire supplémentaire, là, dans ce que tu as fait, Julien, c'est le hop test, effectivement. C'est un test relativement facile. Puis, lorsqu'on peut le faire, on peut l'essayer après 2 semaines, par exemple. Surtout les cas de grade 1, grade 2, ça peut être un test intéressant. Je trouve ça une belle addition à notre savoir. Ben oui. Bon, on était tranquille. Bon. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée.